Dosage des PSA et cancer de la prostate. Il n'y a pas de programme de dépistage organisé du cancer de la prostate en France. Et essayons d'expliquer un petit peu ce qu'on entend par dépistage organisé. Un dépistage concerne par définition des personnes qui n'ont pas de signes, pas de symptômes. Dans le cas du cancer de la prostate, il s'agit donc d'hommes sans plainte fonctionnelle. La justification d'un dépistage repose sur l'idée qu'un diagnostic précoce va permettre d'améliorer le pronostic de la maladie. Un diagnostic précoce. Or, il n'y a pas de preuve que le dépistage du cancer de la prostate fait de façon précoce diminue la mortalité. C'est un élément très important. Et pourtant, les conséquences physiques et psychologiques du dépistage, elles, sont notables et parfois très graves. Faut-il donc dépister un cancer de la prostate à un stade précoce, sans diminution de la mortalité, au risque de provoquer de nombreuses conséquences psychologiques fréquemment, et parfois physiques et définitives. Exemple, un dépistage de PSA. Les PSA peuvent être augmentés après un rapport sexuel, après certaines activités physiques, après ou pendant une inflammation de la prostate qui n'est pas un cancer, une infection aiguë ou une infection chronique. Donc on imagine bien que ce dosage de PSA peut être une source d'angoisse et nécessiter une surveillance rapprochée ou fréquente avec de nombreuses conséquences sur le plan psychologique. Un dépistage va finir par provoquer dans un certain nombre de cas des biopsies qui elles-mêmes sont agressives physiquement, peuvent provoquer des infections, de la présence de sang dans le sperme ou dans les urines, et parfois des chirurgies ou de la radiothérapie par prudence qui vont provoquer des séquelles. Pour la chirurgie, on estime que 3/4 des hommes opérés souffriront de troubles de l'érection. Il n'y a donc pas de programme de dépistage organisé chez les hommes qui n'ont pas de symptômes en France, comme d'ailleurs aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Je vous encourage à aller voir sur Internet les différentes publications de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, en 2010, il n'est pas prouvé que l'utilisation de PSA comme test de dépistage chez les hommes qui n'ont pas de symptômes réduise la mortalité associée à ce cancer de la prostate. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, il semblerait que le même nombre d'hommes mourront d'un cancer de la prostate, que l'on fasse un dépistage précoce ou un dépistage tardif. Les études à long terme montrent que la prise en charge précoce d'un cancer de la prostate chez un homme qui n'a pas de symptômes ne permet pas d'améliorer sa qualité de vie, parfois au contraire, et ne permet pas d'allonger son espérance de vie. Alors il est indéniable que le cancer de la prostate existe. Tapez sur le site de l'Institut national du cancer, il y a en France, en 2012, 8800 hommes décédés d'un cancer de la prostate. Donc la mortalité est indéniable et dire que le cancer de la prostate ne tue pas serait un contresens, une erreur. Prenons l'exemple canadien qui a fait des études très intéressantes. Je prends cet exemple car il est assez proche de celui de la France. Le Canada a estimé qu'en 2010, un Canadien sur 8 sera atteint d'un cancer de la prostate au cours de sa vie et que 1 sur 27 en mourra. 1 sur 8 sera atteint d'un cancer de la prostate et 27 homme décédera d'un cancer de la prostate. Regardons une étude faite par l'Université californienne de Los Angeles. En 1996, cette a été faite sur des accidentés de la route. 525 hommes décédés d'un accident de la route ont été autopsiés. Ils ont regardé la prostate de ces 525 hommes et ils ont fait une étude au microscope, ce qu'on appelle de l'anatomie-pathologie, au microscope de ces prostates d'hommes décédés d'accident de la voiture. Ils ont fait des coupes toutes les 2-3 mm de cette prostate et ils ont regardé au microscope ce que ça donne. Prise, on s'est aperçu que entre 40 et 50 ans, 40% des hommes
avaient des cellules cancéreuses. Qu'entre 60 et 70 ans, presque 70% avaient des cellules cancéreuses de la prostate. Et entre 70 et 80 ans, quasiment 80% de ces hommes avaient une prostate qui contenait des cellules cancéreuses. Donc des cellules cancéreuses, qui ne veut pas dire qu'il y a une maladie cancéreuse. Donc 80% à 75 ans, va-t-on dire. Donc que dit la Haute Autorité de Santé en 2013 ? Que les formes indolentes de cancer de la prostate sont les plus fréquentes. Indolentes, ça veut dire qui restent dans la prostate, qui ne provoquera pas de symptômes particuliers. Et la Haute Autorité de Santé, en 2013, rappelait, comme l'étude que je viens de vous montrer, que sur les études sur les gens décédés, d'autres choses que le cancer de la prostate, montraient que 32% des hommes âgés de plus de 50 ans contenaient des cellules cancéreuses, et que à 60 ans, voire 70 ans, on est amené entre 60 et 70% contenant des cellules cancéreuses. Alors, cancer indolent ou agressif, nous ne savons pas encore, aujourd'hui, être très fiables sur ce point-là, et nous n'arrivons pas à faire bien la différence entre un cancer qui va rester localisé à la prostate toute une vie, sans symptômes, sans conséquences, soit sur le plan fonctionnel, soit sur le plan d'un décès. Certains cancers sont un peu plus agressifs et peuvent finir par donner quelques symptômes, mais ne fera pas mourir le patient qui mourra d'autre chose. Et il y a des formes moins fréquentes, mais plus dangereuses de cancer de la prostate, où là, il y a une diffusion à tout l'organisme au bout de quelques mois ou années d'évolution, provoquant des métastases, et qui, dans certains cas, peuvent provoquer le décès du patient. Et donc, à ce moment-là, on revient aux statistiques précédemment citées, c'est-à-dire qu'un homme sur 8 serait atteint d'un cancer de la prostate au cours de sa vie, et seul un homme sur 27 en mourra. Alors, nous ne savons pas, encore aujourd'hui, bien faire la différence entre un cancer qui reste indolent ou un cancer qui est agressif. On essaye de s'aider de différents paramètres. Dans les biopsies, on regarde le score de Gleason, qui nous aide à apprécier l'agressivité du cancer de la prostate. Paradoxalement, la cinétique des PSA, c'est-à-dire la façon dont elles montent dans le temps, peuvent donner une indication, mais c'est très très piégeant, c'est pour ça qu'il faut l'abandonner. Et bientôt, il est possible que nous ayons d'autres éléments pour nous aider à apprécier des cancers plus ou moins agressifs. Notamment, il y a en ce moment des études faites autour de l'imagerie par résonance magnétique pour voir si l'on peut avoir des informations sur cette imagerie qui nous donnerait des orientations sur l'agressivité ou non d'un cancer de la prostate. Nous voyons bien donc qu'il y a un risque de surdiagnostic si l'on fait un dosage de PSA ou si l'on fait des recherches pointues chez les hommes qui ne sont pas symptomatiques. Rappelons donc qu'un homme sur 8 sera atteint d'un cancer de la prostate au cours de sa vie, un homme sur 27 en mourra, selon l'exemple canadien de 2010, qu'il n'y a pas de preuve que de dépister précocement le cancer de la prostate diminue la mortalité, et que les études à long terme montrent que cette prise en charge chez un homme sans symptômes n'augmente pas son espérance de vie et n'améliore pas sa qualité. Donc, si on estime qu'environ 50% des prostates à 60 ans contiennent des cellules cancéreuses, si on dépiste à outrance, on trouvera ces cellules cancéreuses. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on peut être amené à proposer, chez 50% des hommes de 60 ans, un traitement, par exemple une chirurgie. Faut-il traiter 50% des hommes de 60 ans par une chirurgie de la prostate, provoquant dans 3/4 des cas une impuissance, dans 10 à 20% des cas une incontinence, pour éviter ou ne pas éviter un décès d'un homme sur 27? La question se pose bien évidemment. Rappelons que la présence d'une cellule cancéreuse ne veut pas dire maladie cancéreuse. Et c'est bien le danger du monde moderne où
on devient de plus en plus pointu, on découvre la présence de cellules cancéreuses à un stade très très précoce, tellement précoce que certaines cellules cancéreuses ne seront jamais agressives et le patient mourra d'une autre maladie où le patient ne souffrira peut-être même pas de symptômes autour du cancer. Donc le surdiagnostic, c'est donc un diagnostic par excès. Le dépistage d'un cancer qui serait jamais devenu symptomatique avant le décès du sujet, avec une anxiété de façon illégitime. Et qui dit surdiagnostic dit surtraitement, c'est-à-dire traitement par excès. Un traitement d'un cancer sans impact sur le pronostic de la maladie, le surdiagnostic aboutit à traiter à tort des lésions qui ne seront pas évolutives ou peu évolutives et expose les hommes aux effets qui sont soi-disant curatifs. Rappelons donc que dans le traitement de la prostate, concernant la prostatectomie totale, c'est-à-dire l'opération chirurgicale où on retire toute la prostate, on considère que 75% environ des sujets auront des difficultés importantes d'érection, importantes ou totales, et que 10 à 20% auront une incontinence plus ou moins importante. Après radiothérapie, il y a des problèmes digestifs dans un tiers des cas, qui sont habituellement à court terme, mais à long terme, on considère que les troubles de l'érection atteignent entre 45 et 63% des cas. Certaines statistiques démontrent le contraire, mais ce sont des statistiques qui ont été faites dans les mois qui ont suivi la radiothérapie. Or, on sait que les problèmes d'érection dans la radiothérapie surviennent 1 an et surtout 2 ans après, et donc il tient compte de voir les statistiques à long terme. Maintenant, si le patient a des facteurs de risque, est-ce qu'il faut faire un dépistage? Si un des membres de la famille, le père par exemple, a eu un cancer de la prostate, faut-il faire un dépistage chez le fils? Si le patient est d'origine africaine, si le patient est exposé aux pesticides, faut-il faire un dépistage cancer de la prostate? La Haute Autorité de Santé considère qu'il est inutile d'aller plus loin, car ces éléments ne sont pas encore cernés et que les études qu'il n'y avait pas de preuve de faire ce dépistage chez ces hommes s'ils n'ont pas de symptômes. Donc nous restons dans le même domaine que le patient sans. Donc, pas de dépistage sans symptômes. Donc pour rappel, un dépistage est par définition fait pour faire des recherches chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, qui sont a priori en bonne santé. Mais que fait-on s'il y a des symptômes? Les symptômes qui inciteraient au dépistage, et dont il faudra parler au médecin, sont des changements au niveau urinaire. Une envie fréquente d'uriner, plus fréquente que d'habitude, des envies impérieuses, il faut vite se précipiter et ce n'est pas habituel, des difficultés à uriner, il faut pousser pour uriner, on a l'impression qu'on ne vide pas bien sa vessie, voire des blocages de la vessie, des brûlures en urinant, voire du sang dans les urines. Ces symptômes, s'ils apparaissent de façon nouvelle, il faut consulter. De la même façon, si les éjaculations sont douloureuses, si l'érection devient moins performante, s'il y a une présence de sang dans le sperme, il faut consulter. Les douleurs osseuses qui sont rebelles, résistantes au traitement ou qui sont inflammatoires, c'est-à-dire qui réveillent la nuit, il faut consulter. De la même façon, s'il y a une perte de poids ou une fatigue qui est inexpliquée, il faut bien sûr consulter. Pour mémoire, il est évident que si le besoin pressant d'uriner existe depuis l'âge de 14 ans, c'est un symptôme qui est ancien. Ce symptôme en lui-même n'incite pas à faire un dépistage du cancer de la prostate. C'est surtout les changements qui comptent. Et de la même façon, après 60 ans, se lever une fois la nuit pour uriner ou avoir besoin de faire toutes les 4 heures n'est pas anormal. La prostate, malgré tout, vieillit. Il ne convient pas chez ces hommes de faire systématiquement un dépistage. En résumé, tout homme âgé de 50 ans ou plus, qui n'a pas de symptômes, qu'il ait ou pas des facteurs de risque de cancer de la prostate, et qui demande un dépistage du cancer de la prostate, doit avoir les informations. Le dépistage risque de provoquer
un surdiagnostic, un surtraitement de l'anxiété pour un résultat en 2012-2013 qui a été prouvé décevant puisque ça ne changeait pas la mortalité ou la qualité de vie. Pas de symptômes, pas de dépistage, donc pas de surdiagnostic, pas de surtraitement. Bien sûr, ces éléments ont été enregistrés début 2016 sur les éléments notamment de la Haute Autorité de Santé qu'elle a publié sur Internet entre 2010 et 2013. Il convient d'être vigilant, d'en parler aux médecins traitants et de ne pas de traiter toujours au cas par cas. Ce sont bien sûr, dans la présente vidéo, des généralités. Je vous remercie.